Bonjour Marguerite. Et quelle bonne idée. J'allais dire bienvenue chez moi alors que non, nous sommes chez toi. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on est à Cornebarieux? Oui, on peut dire qu'on est à Cornebarieux, tout à fait. Donc on est à Cornebarieux. Cornebarieux qui signifie la boucle qui tourne. C'est une rivière qui tourne, qui enveloppe Cornebarieux. Bien. Alors, comment en es-tu arrivé à être... Alors, comment est-ce qu'on nomme ce que tu fais? Alors, ce que je fais, on pourrait l'appeler thérapie en hypnose éclairée. Ou alors, on pourrait mettre tout bêtement herboristerie et hypnose. Ou plus simplement, on pourrait dire aussi thérapie multiforme. Bien. Donc ça fait beaucoup de choses, mais en effet, j'associe l'ensemble de mes compétences quand je reçois quelqu'un. Alors, quand tu reçois quelqu'un, c'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai ouvert un cabinet de thérapeute en bien-être, et derrière, donc, je reçois des personnes, je reçois des clients, et ces gens viennent avec une problématique... soit par le biais de l'hypnose, puisqu'ils savent que je suis thérapeute spécialisée en hypnose ericksonienne, soit parce qu'il y a des savoirs naturels à côté qui les intéressent aussi, parce qu'ils ont besoin de liens entre leur corps et leur esprit. Donc je reçois des gens qui ont des difficultés sur un plan physiologique et sur un plan psychologique, souvent. Alors, depuis combien de temps est-ce que tu reçois? Alors, depuis combien de temps? Avec les savoirs naturels, cela fait maintenant pas loin d'un peu plus de 12 ans. Avec l'hypnose, c'est plus récent. L'hypnose a été ensuite une nouvelle connaissance qui est arrivée pour moi, mais que je maniais sans le savoir un peu. C'est-à-dire qu'on manie l'hypnose sans trop savoir qu'on est en train de la manier chaque fois que l'on permet de focaliser l'attention de quelqu'un. Alors, focaliser l'attention, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, par exemple, quand on est dans une conférence et que l'on explique aux gens ce que l'on fait, ce pourquoi ils sont venus, on les met dans un état semi-hypnotique. Ils ne sont pas en hypnose profonde, mais ils sont dans un état semi-hypnotique, sinon ils ne pourraient pas avoir de l'attention. D'accord. Donc c'est une manière de procéder que tout le monde fait de façon naturelle. Un autre exemple, quand je conduis un véhicule, il m'arrive parfois de conduire un véhicule sans me rappeler tout le long du chemin ce que je suis en train de faire. Ça se fait un peu de façon quasi automatique. Et ça se fait fort bien. J'arrive à mon but, d'un point A à un point B, et je ne me rends pas bien compte comment j'ai fait pour arriver du point A au point B. Mais j'étais en état hypnotique. Ou quand je vais regarder un bon film, je focalise mon attention de nouveau, et pendant un certain moment, je ne suis pas en train de penser à autre chose qu'à ça. Donc je suis orientée vers. L'hypnose oriente vers quelque chose. Et dans le cadre de l'hypnose ericksonienne, qui est une hypnose thérapeutique, elle oriente la personne vers ses ressources intérieures, vers des potentiels qu'elle n'a pas développés ou qu'elle n'a pas pensé à développer. Elle oriente la personne vers des prises de conscience qui lui permettent à ce moment-là d'envisager les choses qu'elle vivait antérieurement d'une certaine manière, d'une autre manière, et lui donne donc des degrés de liberté dans sa problématique. Voilà un peu ce que fait l'hypnose, c'est permettre d'ouvrir le monde de l'autre à de nouveaux potentiels et de lui donner des degrés de liberté supplémentaires. Alors, est-ce à dire que on peut se passer de l'hypnose pour résoudre des problématiques, justement? Alors, si véritablement on est complètement sûr de ce que l'on fait et totalement aligné à l'intérieur de soi, je pense qu'il y a des êtres rares sur la planète, mais existants, qui, rien que par leur présence, vont permettre à quelqu'un de se transformer. Par leur présence ou quelques mots dits, bien placés, bien alignés, etc. Est-ce que tu as des exemples, excuse-moi? On a eu, par exemple, un cas assez, relativement récent. On a eu Gandhi qui a soulevé toute l'Inde. Oui.
il a aligné une grande partie des hindous dans une transformation. La marche, par exemple, qu'il y a eu pour le sel, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a actuellement, parce qu'il est encore vivant, un bonhomme qui s'appelle Thich Nhat Hanh, qui a, aux États-Unis, à un moment donné, animé sur Los Angeles une foule entière en non-violence pour aller faire quelque chose. On a des gens comme ça, qui ont, de par leur personnalité, une qualité d'être qui permet de faire ça. Par contre, si, et nous on n'est pas à ce stade-là avec l'hypnose, eh bien l'hypnose, et l'hypnose ericksonienne particulièrement, qui a été développée par Gandler et Grinder et mise en protocole, sous forme de protocole par Christina Hall, c'est pratique. C'est-à-dire pratico-pratique pour des gens qui n'ont pas ce degré d'alignement et de pertinence, parce que ça va leur donner des points d'ancrage qui vont leur permettre d'aider les autres à trouver eux-mêmes par eux-mêmes. Donc c'est extrêmement important d'abord d'apprendre tout ça. Ça ne vient pas tout seul. C'est pas de l'inné. Alors d'apprendre. Donc je vais revenir sur aligner, un mot que tu emploies souvent, et aussi l'ancrage, qui sont peut-être des notions pas évidentes pour tout le monde. Alors qu'est-ce que j'entends par aligner ? Oui. Eh bien, quand par exemple, je perçois que je suis dans mon axe aligné, intérieurement, qu'est-ce que je ressens ? Je ressens une énergie qui se déploie sans effort. L'alignement, il n'y a plus d'effort. Quand on est aligné vers son objectif, on ne fait pas vraiment d'effort pour l'atteindre. On chemine avec une énergie qui est sans arrêt renouvelée, parce que l'on est bien en accord, on pourrait dire en résonance, en accord, en alignement avec l'objectif qu'on poursuit. Donc pour moi, être aligné, c'est une expression, mais on pourrait dire être centré aussi. On pourrait dire être en accord. On pourrait dire être en résonance. On pourrait employer différents mots qui vont représenter la même chose. Se ressentir pleinement dans ce que l'on fait. Voilà. Et là, on est tout à fait goûter totalement les choses vers lesquelles on va. Voilà. Et alors l'ancrage, qu'est-ce que c'est que ça, l'ancrage ? Alors on en parle souvent de l'ancrage en hypnose, mais aussi en PNL et dans d'autres domaines. L'ancrage, c'est quelque chose qui caractérise un peu l'ensemble de la bibliothèque d'informations qui est en nous, de tout ce que l'on possède. On dirait, les informaticiens, ils utilisent un mot particulier, c'est la database. La base de données. Ouais. Donc dans notre base de données qu'on a accumulée depuis qu'on est petit, on a ancré des informations. Alors comment les a-t-on ancrées ? On les a ancrées parce que toute expérience que l'on vit se reflète par différentes formes. Et par ce que l'on a vu dans l'expérience, parce que l'on a entendu, parce que l'on a ressenti, parce que l'on a goûté des choses, parce que l'on a senti des odeurs. Et tout cela donne une expérience. Et ce n'est jamais la même expérience. Et chaque fois donc que des odeurs similaires vont revenir, des goûts similaires vont revenir, des vues similaires, eh bien on va quelque part accrocher ça à l'expérience antérieure, parce qu'il y a une encre, une sorte une encre comme une encre marine, qui a plongé à un moment donné dans l'eau, et qui s'est bien posée là, et qui va continuer à permettre de vivre des expériences. Et par exemple, on peut se rappeler l'odeur du gâteau que faisait une tante qu'on aimait bien, ou aussi l'odeur des fleurs, l'odeur des roses. Et dès qu'une odeur de rose vient, d'un seul coup, je me rappelle à quel point j'étais joyeuse le jour où je me promenais avec un tel ou un tel. Donc c'est ça l'encre. C'est une information qui va s'être codée à l'intérieur de notre cerveau.
et qui va nous rappeler d'autres informations. Donc on peut évidemment ancrer la confiance en soi, la sécurité, la liberté d'être soi, l'amour de la vie, l'émerveillement, l'humour, et aussi ancrer la reconnaissance de soi, par exemple, qui sont des ressources importantes. Alors on a vraiment envie de venir te voir quand on entend tout ça, et on se dit aussi que peut-être on pourrait profiter d'une de tes formations. Elle est bien cet enchaînement. Il est bien cet enchaînement. C'est vrai, ça c'est marrant. J'y avais même pas pensé. Alors là, j'y avais pas pensé. Donc, écoute, mes formations, il y en a plusieurs. Cette année, pour l'année 2019 et début 2020, je me suis surtout intéressée dans le domaine de l'hypnose, à tout ce qui concernait les douleurs et à tout ce qui concernait aussi les difficultés comme le burn-out, le stress et la dépression. Ça fait partie de la formation qu'il y a eu en amont et de celle qu'il y aura à la fin de l'année. Mais entre les deux, j'ai choisi de faire un cursus de certification internationale qui est le praticien en hypnose ericksonienne et le maître praticien en hypnose ericksonienne. Bien. Voilà, qui dure 3 semaines pour le maître praticien. Ce qui représente au total, entre le praticien et le maître praticien, plus de 200 heures de formation. Il est recommandé 300 heures, et donc je suggère ensuite d'y rajouter la psychopathologie clinique, qui est faite la plupart du temps par des médecins. Et donc après je propose aux gens en effet d'aller faire 15 jours de psychopathologie clinique, et on arrive à un total de plus de 300 heures. Ce qui est très important pour être bien formé dans ce domaine. Voilà. Oui. Et dans une formation où on entend praticien, il y a pratique. Oui, et ce qui caractérise les formations en hypnose, c'est la pratique continue. In vivo, les gens travaillent entre eux, découvrent les mondes de l'autre, le monde de l'autre, et c'est ça qui va faire toute la richesse de ces formations. C'est-à-dire que il y a très peu, je dirais qu'il y a 20%, entre 10 et 15% de formation théorique, mais ensuite c'est surtout de la pratique qui est validée au fur et à mesure et qui permet d'obtenir la certification. D'accord. D'observer la pratique, parce qu'on se rend compte comment les gens travaillent, comment ils développent leurs compétences, et ils les développent. Et alors ces formations sont faites aussi d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elles sont faites avec des boucles inclusives, qui fait qu'on apprend quelque chose, on commence à aborder une chose, et il y a une boucle suivante. Dans la boucle suivante, on va un peu plus loin, et dans la boucle suivante, encore un peu plus loin. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça y est, la chose est intégrée. Bon là, on est déjà dans la formation avec la boucle inclusive. Là, hein. Voilà, pas vraiment, mais c'est comme ça qu'elles sont montées. On ne forme pas à l'hypnose, d'ailleurs à rien. Enfin, toute formation bien faite se fait comme ça. C'est-à-dire que l'on crée des boucles inclusives qui apportent par étapes des choses de plus en plus importantes et riches et complètes pour qu'à un moment donné, la personne puisse dire « Ah ben ça y est, je sais ». C'est comme ça qu'on fait pour apprendre l'induction, par exemple. Donc là, en effet, on rentre dans le détail des formations. Oui, là, on est dans le détail. Alors, comment est-ce que tu en es arrivé là? Alors, j'en suis arrivée là parce que c'est venu tout naturellement, ça. C'est-à-dire que, au fur et à mesure de ma vie, qui a eu un certain temps pour faire court, et je me suis dit comment faire pour transmettre tout ce que je sais, parce que j'ai appris plein de choses dans différents domaines, et j'avais fait des liens entre toutes ces choses-là, donc une sorte d'intégration, et je me suis dit c'est quand même dommage que je puisse pas le transmettre, ça. J'ai transmis toute ma vie, puisque j'ai enseigné depuis l'âge de 22 ans, mais dans différents domaines de la connaissance humaine. Et j'ai réussi à grouper mon savoir-être avec ces savoir-faire et à dire, ben maintenant je vais transmettre tout ça. C'est ça qui m'a paru le plus important. Transmettre tout ça parce que je me suis dit, c'est dommage, l'être humain
s'ils savaient un peu tout ça, eh bien peut-être que le monde s'améliorerait, parce que ça, c'est vrai qu'actuellement on peut se dire que bon, il y a beaucoup de pertes en ligne, hein. Il y en a beaucoup qui sont un peu perdus dans toutes ces informations qui leur sont diffusées, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de fil directeur. Ils n'ont pas le lien entre les choses, ils n'ont pas la compréhension de pourquoi ça se passe comme ça, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et c'est donc essentiel la connaissance, au sens, pas le savoir, pas l'érudition, la connaissance, l'intégration du savoir. C'est donc essentiel. Et l'hypnose, c'est un moyen de permettre aux gens d'aller intégrer tout ce qu'ils ont en eux, qui est une richesse énorme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut alors se former et en même temps pratiquer. Et en même temps pratiquer. Et en même temps pratiquer. Donc est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Alors la difficulté, c'est la monnaie. Là. Je pense que pour beaucoup de gens, la difficulté est monétaire. Ah. Beaucoup de gens aimeraient se former, beaucoup plus qu'on ne pense. Mais simplement, c'est vrai que les formations, de façon générale, ont un certain coût. En même temps, je me suis dit que je pouvais peut-être trouver un cheminement médian entre un coût excessif et un coût raisonnable. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai proposé des coûts raisonnables par rapport aux coûts excessifs que j'ai pu rencontrer. D'accord. Au risque de me faire un peu, comment dire, critiquer par d'autres qui sont dans le même cheminement, mais j'ai choisi de faire cela. J'ai pas... C'est comme ça aussi, ça fait partie de mon aspect humaniste, je dirais. Voilà. Ça. Et puis ça reste utile et complémentaire par rapport à d'autres formations. Bien sûr. Ça reste à chaque fois, chaque personne formée par toi en repart avec vraiment du plus. Elle en repart, je pense, avec un plus qui est un plus sur son humanité. Ah, l'humanité. Sur ça, sur ses compétences d'humain. C'est-à-dire, elle en repart moins chargée. Moins chargée d'émotions contradictoires, d'émotions pénibles. Elle en repart peut-être plus légère. Donc c'est apporter de l'humain. Et de la légèreté. Et de la légèreté à tout le monde finalement. Si possible. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une visée de thérapeute pour se former à l'hypnose? Non, je pense qu'on peut se former à l'hypnose sans avoir pour visée essentielle de devenir thérapeute. Bien. Ça peut être d'une utilité considérable pour tout un tas de métiers. Personnellement, j'ai quand même été chef de projet en informatique et la PNL et l'hypnose m'ont été très utiles. En informatique? Oui, parce que en tant que chef de projet, je rencontrais des gens. Et des gens qui parlaient, qui exprimaient, qui ressentaient, qui étaient des gens comme toi et moi. Et donc ces gens-là ont souvent leurs propres problématiques. Et pour avoir des rapports très ouverts, très harmonieux, et permettre donc d'aboutir à des outils qui soient appréciables, qui soient ergonomiquement efficaces, qui soient utiles, eh bien il faut bien installer un rapport cordial, mais un vrai rapport cordial. Car si on installe un faux rapport cordial, ça se perçoit à un moment ou à un autre, et ça dérape sur les outils, et ça dérape sur l'ergonomie des outils, et ça dérape sur la mise en place et la mise en recette. Donc la PNL aussi est complémentaire? Absolument, la PNL est totalement complémentaire. Complémentaire. Et facilement et tout de suite applicable Et applicable, comme toute chose, quand on a soi-même régulé le flot de ses pensées contradictoires et de ses difficultés personnelles. Donc c'est tout un apprentissage que fait la personne. C'est à une transformation. À double effet. À double effet, ouais. C'est à double effet. Bien. Triple effet même, plusieurs effets. Un petit mot pour conclure. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre? Alors ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, c'est pas pour chaque personne,
tous les objectifs entrepris dans une vie, chacun entreprend différentes choses. Il me semble important de faire remarquer ça, c'est que c'est pas tant l'objectif qui est important, c'est la raison d'être de l'objectif. Quand on se dirige vers quelque chose, c'est tout ce chemin que l'on parcourt pour l'atteindre qui va nous faire avancer. Et qu'on a le choix, là, entre décider d'avancer, ou décider de faire du surplace, ou décider de se noyer dans une goutte d'eau. Et donc, c'est toujours un choix qui appartient à la personne. Aussi difficile que cela paraisse, il y a une part de nous qui peut choisir. Et c'est cette part qui doit se lever et décider d'aller vers les objectifs importants pour la personne. Et c'est apparemment individualiste, ça. Mais derrière, si chacun s'aligne vers ses objectifs profondément intérieurement, il va pouvoir entrer en contact avec plein de gens alignés dans le même sens. Et c'est ça qui va faire des transformations. Changer et le monde changera, disait Gandhi. Changez-vous vous-même. Et c'est un peu de cela dont il s'agit. Voilà ce que je dirais en conclusion. Merci, Marguerite. Voilà.